Ma passion pour l'histoire de la Nouvelle-France, notamment, ça m'est venu par la généalogie. Parce que moi, mon ancêtre, il s'est bâti en 1682 sur les ruines de la chapelle Champlain. Alors, il n'en fallait pas plus pour m'intéresser à Champlain. C'est ce qui m'a permis de publier ce livre ici. Ça s'appelle Champlain méconnu. Alors, la quête que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vraiment de toucher à des livres écrits de Champlain, des livres d'époque. Les ouvrages de Champlain que nous avons ici à la Bibliothèque nationale, en fait, on a 8 éditions différentes. Donc, la première qu'on a, c'est pas son premier ouvrage, mais la première qu'on a, c'est l'édition de 1613. On a quelques exemplaires. Et on a des éditions jusqu'à les éditions de 1632. Et il y a une édition aussi qui a été faite proche de son décès, donc en 1640. Les ouvrages de Champlain ont une très grande valeur patrimoniale parce qu'ils parlent énormément du territoire ici, du territoire qui est actuellement le territoire québécois. Bonjour Isabelle. Bonjour Pierre, bienvenue à la Bibliothèque nationale. Merci de m'accueillir. Regarde, tu vois ici, Léonce Lanouette. Il y en a vraiment beaucoup, là. On est au cimetière de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Et puis, on est venu parce qu'on avait envie de découvrir un peu de nos ancêtres. C'est quand même émouvant de voir qu'il y a autant de Lanouettes ici. Je trouve ça très unique de venir ici, de retrouver des noms qui sont pas courants si on s'en va dans d'autres régions. C'est quelque chose. Ah, check, il y en a une autre là-bas. Il y en a partout. Moi, mon nom de famille, c'est Despins. Mais le nom de famille de ma mère, c'est Lanouette. Et aujourd'hui, ma quête, c'est de venir retrouver les origines de ma famille. Mon rôle auprès de Victor, c'est vraiment de l'accompagner dans cette quête-là. Donc, on va vivre cette aventure ensemble. On est sur le site de l'Université Laval, dans l'ancien Grand Séminaire. Donc, on est vraiment au cœur des Archives nationales à Québec. Il faut voir qu'il y a une mission importante qu'on assume, c'est on reçoit les archives de l'État québécois. C'est souvent des documents qui peuvent être extrêmement intéressants pour faire l'histoire d'une famille. Je sais pas grand-chose sur ma lignée familiale, en fait. Je sais que le premier ancêtre s'appelait Rivard. Je sais qu'il est arrivé ici au 17e siècle, mais j'en sais vraiment pas plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une copie ici de l'acte de naissance de l'ancêtre, Nicolas Rivard à Tourouvre-au-Perche, en 1617. Son contrat d'engagement qui a été publié en France pour venir au Canada. Donc, on sait qu'il est arrivé comme engagé. À cette époque-là, c'était quand même assez fréquent, un contrat de 3 ans. Puis au bout de 3 ans, bon, la personne peut retourner en France. Mais ce qu'on souhaite, c'est que les gens s'établissent au Canada, mais il aurait pu retourner en France et il est resté. Et là, la première trace de lui au Canada, 1651. Et là, il est dans la région de Trois-Rivières. Et là, avec d'autres personnes, il obtient des terres à Cap-la-Madeleine. Donc, on est vraiment dans les tout débuts de Cap-la-Madeleine. Et lui va devenir aussi capitaine des habitants. Là. Donc, un peu comme... Un maire ou... Oui, c'est un peu des fonctions de lien avec l'administration publique. Donc, ça montre quelqu'un qui a une certaine autorité, un certain respect aussi par les gens. Et ça, c'est intéressant comme personnage. Puis, il arrive, il est dans un moment où c'est extrêmement critique pour la région de Trois-Rivières et même pour la colonie. Les attaques iroquoises sont vraiment très intenses vers 1651. On est en plein dans cette époque-là. Une période très difficile. Même, on se demande si on n'abandonnera pas la colonie. Ça prenait du courage, puis de la détermination. Absolument. Bien, ne serait-ce que de partir de France. Déjà, moi, je me dis toujours, ça prend un courage incroyable. Surtout en bateau à l'époque. Oui, il sait pas du tout dans quel environnement il va arriver. Ce qui me fascine, c'est vraiment le mode de vie qui est différent d'aujourd'hui. Puis dans les documents manuscrits, ça nous permet de pouvoir se mettre à la place de la personne qui les a écrits. On peut vraiment s'imaginer la personne qui s'est mise devant le bout de papier, puis a écrit à la main. Puis aujourd'hui, on a la chance, des centaines d'années plus tard, de se remettre devant le bout de papier puis de pouvoir le voir. Donc c'est une certaine chance, c'est particulier. Ça, c'est fait à la plume. Là. Oui, tout à fait. Et puis remarquez que le papier est quand même en très bonne condition, malgré 1651, là, c'est presque 400 ans. Là. Donc ici, on a l'édition de 1613.
Les voyages du sieur de Champlain. C'est certainement l'ouvrage le plus célèbre de Champlain. Hein? C'est ça, à l'époque, quand il imprimait, le papier était fait à base de pâte de chiffon. Donc, du coton, ou du lin, ou du chanvre. C'est pas comme aujourd'hui avec la pâte de bois. Donc, il n'est pas affecté par la lumière. Donc, on dirait qu'ils ont été imprimés hier. Est-ce que c'est une tranche avec de l'or? De la dorure, oui, c'est ça. En fait, la reliure date pas du 17e siècle. Refait, est un peu plus récente, peut-être 18e. C'était abîmé, oui, c'était trop abîmé. Que là, c'est quand ils ont fait la reliure qui ont doré les tranches. À l'époque, les livres étaient imprimés, mais ils n'étaient pas reliés automatiquement comme on retrouve aujourd'hui des reliures d'éditeurs. Chaque exemplaire, c'est un exemplaire unique. L'acheteur achetait le livre, en fait, qui était juste le texte, le corps de texte, et il l'apportait chez un relieur. Des fois, l'imprimeur, le libraire avait un atelier aussi de reliure, mais la personne décidait, selon ses goûts, ses moyens, du type de reliure qu'elle voulait sur son ouvrage qu'elle venait de se procurer. Donc, vous vouliez voir la page 175? Oui, c'est ça. Donc, alors, écoutez, c'est l'arrivée de Champlain à Québec en 1608. Alors, Champlain dit « De l'île d'Orléans jusqu'à Québec, je cherchais un lieu propre à notre habitation, mais je ne trouvais de plus commode ni de mieux situé que la pointe de Québec. » Il faut dire que nous sommes en juillet, et là, il faut se presser parce que on veut construire l'habitation avant l'hiver. C'est un gros travail de construction. Il y a eu une rébellion, là. Ah oui? Okay. Trop de travail. Et certains ont voulu se venger et tuer Champlain. OK. Parce qu'il y avait vraiment trop de travail à faire pour si peu de temps. Si peu de temps, oui. Champlain, c'est pas toujours facile à lire. Ça a été transcrit en français moderne pour le plus grand public. Et Champlain, souvent, avait des longues phrases un peu lourdes. Vous savez que Champlain n'avait pas une grande éducation. Hein. Il n'a pas fait les classiques. Là. Il ne connaissait pas le latin ni le grec, mais il avait quand même un français ordinaire. Ici, je montre la bataille du lac Champlain contre les Iroquois en 1609. Alors, Champlain, avec son éditeur, il fait affaire avec un atelier de graveurs, les frères David et Philippe Pelletier. Et le graveur, lui, on lui donne peu d'informations. On lui dit, bon, il y a eu une bataille entre deux groupes, et je suis devant et je tire. Il y a peu d'informations sur le fait réel. Il s'inspire de gravures de voyage au Brésil. C'est son inspiration, là, au graveur. On voit ici des canaux plats, ça ne fonctionne pas. Et on voit aussi des palmiers. Est-ce que je sache qu'il n'y a pas de palmiers près du lac Champlain? Non, il n'y avait pas de photos à l'époque. Voilà. Là, c'est quand même hallucinant. C'est l'original. Tu as vu, Victor, ici? On le voit. Nicolas Rivard dit Lavigne. La question des surnoms, c'est très typique de la Nouvelle-France. Dans le cas des Rivard dit Lanouette, l'ancêtre, c'est Rivard dit Lavigne. Il y avait un surnom. Et Lanouette est apparu à la deuxième génération. Et ici, à côté, 1685, c'est le mariage du fils, Pierre, qui est le fils de Nicolas. Et c'est la première mention du surnom Lanouette. Qu'est-ce que tu vois ici, Mélanie? Toi, est-ce que avec tu la vois? petite croix. C'est la Nouette. C'est ça. C'est la Nouette. Puis c'était probablement un usage qui était tout à fait récent. C'est peut-être même au moment de son mariage, pour le distinguer de d'autres Rivard, parce il peut y avoir deux François Rivard, ou deux Nicolas, ou deux Pierre Rivard. Donc, pour les distinguer, ça c'est une des raisons, on donne des surnoms qui sont propres à l'individu. En France, ces surnoms-là, généralement, ne se transmettent pas. Mais pas au Canada. Assez souvent, le surnom va rester à la... C'est pour ça qu'au Québec, on a autant de la fleur, la rose, la pensée, la tendresse. Je ne sais pas qu'est-ce que veut dire exactement la Nouette. Pourquoi la Nouette? Ceux qui décident, on sait qu'est-ce que ça veut dire, mais pourquoi ce surnom-là? Exactement. Ouais. On ne le sait pas, il y a un mystère qui va rester dans l'histoire. Puis, en fait, ce que je comprends, il s'est marié en 1685 et en réalité, le nom Lanouette date de cette. De la deuxième génération? De là. Donc, en fait, il n'existait pas en France avant d'arriver. C'est quelque chose qui est proprement canadien. C'est une chose de savoir, évidemment, que nos ancêtres sont arrivés en Nouvelle-France au 17e siècle, mais c'est une autre chose de voir le nom
de nos ancêtres, de voir les documents. L'ancêtre prend vie, en fait. L'ancêtre s'incarne. C'est plus juste un nom. Et puis, on se sent appartenir à la grande chaîne de la vie, là, mais je le dis d'une manière avec une envolée lyrique, mais c'est vrai. Moi, c'est comme ça que je le ressens, là. En fait, l'exemplaire que je vous ai sorti, c'est un des 3 pages de titre qu'on a de l'exemplaire de 1632. Voilà. Puis on voit aussi, en fait, sur la reliure, c'est une reliure de plein cuir qui est probablement en veau. C'est typique du 17e siècle, ce type de reliure-là. Vous m'avez demandé, en fait, l'extrait à la page 267, donc son histoire, donc Champlain s'égare dans les bois. Ben oui, alors Champlain est très proche de la nature. Alors, il était fasciné par ça et les animaux. Alors, dans cet extrait-là, il suit une perdrix. Okay. Mais là, il avait oublié sa boussole. Alors, il s'est perdu 2 nuits. Et ce qui a sauvé Champlain, c'est qu'il était habitué de reconnaître le paysage. Il a étudié la cartographie en Bretagne. Et il reconnaissait les montagnes. Avec ça, il a pu, avec un peu de flair, là, trouver son chemin. Alors, il a pu se retrouver comme ça. Disons que le Champlain rêveur a été sauvé par le Champlain cartographe. Oui. Et ça aurait pu être catastrophique. Et les Autochtones avaient peur que Champlain soit mort, puisqu'il aurait été blâmé de la mort de Champlain, n'ayant pas été proche de lui pour... Alors, après ça, on lui a dit... Monsieur Champlain, ne partez jamais sans votre boussole ou avec un autochtone du coin qui connaît bien le coin. Ne faites plus jamais ça, c'est très dangereux. C'est toujours intéressant de discuter avec des chercheurs parce que moi, je connais le contenant, la fabrication du livre, comment il a été produit, le cheminement du livre après son impression. Mais c'est intéressant de discuter avec les chercheurs qui ont vraiment étudié le texte et connaître certaines anecdotes sur la production du texte, mais aussi qu'est-ce qu'on retrouve dans l'ouvrage et son contexte aussi. Quand on pense que ces documents-là ont presque 400 ans, c'est assez émouvant de toucher, de voir ces documents-là. Alors, il y a un côté sensible, il y a un côté émotionnel de tout ça. C'est très important. Peut-être le dernier document, c'est l'aveu et dénombrement de la seigneurie de Batiscan. C'est une description de la seigneurie, des biens des seigneurs, mais également aussi des gens qui sont établis dans la seigneurie, donc les censitaires. Et donc, on décrit rang par rang, secteur par secteur. Puis là, on voit les Lanouettes ici. Là. Oui. Regarde ici. Ici, qu'au-dessus, est Pierre Lanouette, qui possède 2 arpents de terre de front, lequel a maison, grange et table, 20 arpents de terre labourable, 6 arpents de prairie. Mais donc, ça nous donne un portrait de la famille à ce moment-là. On voit vraiment que c'est une famille agricole qui est bien établie. Il y a des descendants qui vont aller du côté de Saint-Anne-de-la-Pérade, ils vont aller Saint-Stanislas, mais ils vont rester dans les environs pendant très, très longtemps, pendant plusieurs générations. On est face à un destin familial qui est quand même celui de tellement de Québécois et de Québécoises. Ah, tout à fait. Des immigrants français qui sont arrivés, qui sont venus ici avec un contrat d'engagement, qui se sont dit, ben je reste, qui se font octroyer une terre, puis qui progressivement... Oui, puis qui se marient. Pour moi, ce qui est important, c'est qui sont ces gens-là? C'est quoi leur histoire? C'est quelque chose qui est vraiment intéressant, le fait de retracer l'histoire pièce par pièce, puisque c'est sûr qu'on n'a pas un document, chaque personne qui nous dit l'histoire, c'est ça. Il faut vraiment la reconstruire comme un peu un casse-tête. Ça m'émeut de constater que mon fils s'intéresse à l'histoire, s'intéresse à son origine familiale. Tout ce qu'on lui a transmis, cet intérêt, l'importance qu'on doit accorder à l'histoire, l'importance qu'on doit accorder à nos origines. Si on veut savoir où on va, on doit savoir d'où l'on vient, puis constater, bien ça, que c'est acquis, que ça a été intégré. Pour moi, je trouve que c'est formidable.